Bienvenue à l'émission Télévision Génération. Cette semaine à l'émission, le sujet maintien à domicile et bien sûr, je suis en compagnie des gens, des panélistes, des gens du public et vous à la maison qui nous écoutez et en compagnie, bien entendu, de mon collègue Pierre Boileau. Alors bonjour Pierre. Bonjour. Alors vous allez nous présenter nos gens en studio. En fait, on a de la visite. Oui, on a des représentants de 3 associations qui ont bien voulu se joindre à nous. Donc, des représentants de la FADOC, du Centre d'action Génération des aînés de la Vallée de la Lièvre et du regroupement des infirmières retraitées. Donc, je voulais souhaiter la bienvenue à tout le monde et merci d'être là. Voilà. En plus de ça, nous avons dans notre panel aujourd'hui 4 personnes qui ont accepté de partager leur expérience et une personne ressource qui va nous aider à progresser dans notre sujet. Donc, comme premier membre du panel, je voulais vous présenter M. Jacques Jobin. M. Jobin, s'il vous plaît, pouvez-vous nous dire quelques mots? Premièrement, ça me fait plaisir d'être ici. Et puis, je suis originaire de Buckingham. La famille est de Buckingham depuis toujours. Mais j'ai fait une carrière en coopération internationale, sauf pour une période de 5 ans où j'étais directeur général du CLSC de la Vallée de la Lièvre, ce qui m'a mis en contact très direct avec les questions relatives au maintien à domicile. Alors, je suis très content, très heureux d'avoir l'occasion de participer à cette discussion. Merci, M. Jobin. Et comme deuxième membre du panel, Mme Liliane Joannis. Mme Joannis, pouvez-vous vous présenter, s'il vous plaît? Je suis Liliane Joannis, originaire de Masson, retraitée de l'enseignement. Je suis octogénaire, toujours très impliquée dans mon milieu. Le bénévolat est ma compagne. C'est ma compagne fidèle. Une chance que je t'ai, tu m'as. Une chance qu'on s'aime, une chance qu'on s'aime. Merci. Merci. Merci beaucoup, Mme Joannis, pour cette présentation pour le moins originale. Et comme troisième membre de notre panel, Mme Francine Lavigne. Mme Lavigne, pouvez-vous vous présenter, s'il vous plaît? Oui, bonjour. Moi, je suis retraitée aussi et je suis ici parce que l'expérience que j'ai du maintien à domicile, c'est par l'entremise de mes parents. Moi, je souhaite ardemment que les gens puissent demeurer à la maison si c'est leur choix, mais ça n'a pas été le cas. Mes parents sont divorcés, mon père vivait seul, il a fini ses jours après un long séjour en CHSLD. Il est décédé en avril 2011 et ma mère est présentement dans une maison de soins palliatifs. C'est l'expérience que je veux partager avec vous. Merci beaucoup, Mme Joannis. Maintenant, je voulais vous présenter notre personne ressource qui est Mme Hélène Desormeaux, chef de l'administration du maintien à domicile du GLSC, qui agira en tant que personne ressource. Donc, bienvenue, Mme Desormeaux. Pouvez-vous, en quelques mots, nous dire en quoi consiste votre rôle au CLSC? Mon rôle en CLSC, c'est de coordonner tous les professionnels du maintien à domicile. Je suis moi-même infirmière de profession depuis près de 22 ans. J'ai une expérience de 12 ans en CLSC, en maintien à domicile, en soins palliatifs, tout à domicile. Donc, comme je disais tout à l'heure, je coordonne les soins à domicile, autant auprès des travailleuses sociales, des auxiliaires familiales, des ergothérapeutes, des infirmières, nutritionnistes, etc. Bienvenue, merci beaucoup. Alors, écoutez, on va rentrer maintenant dans le vif du sujet, c'est vivre chez soi. Vous savez qu'il y a 36 000 personnes âgées dans les CHSLD. Il y en a 7 000 en attente et 3/4, ce sont des femmes de plus de 85 ans. C'est devenu un défi collectif et on semble voir un désengagement social, familial autour de la responsabilité de prendre soin de nos aînés, en fait. Et la solution, en tout cas, qu'on peut voir ou qu'on peut peut-être regarder, c'est de voir le vieillissement autrement. Donc, est-ce qu'on peut s'attarder à réfléchir, de voir un peu le vieillissement autrement que de automatiquement amener nos personnes âgées en CHSLD? J'aurais le goût de demander à M. Jobin un peu son avis. M. Jobin a été un bout de temps là, directeur au CHSLD, ou dans un CLSC, excusez-moi. Alors, M. Jobin, avez-vous une idée un peu comment
On peut amener le sujet là, du maintien à domicile. Et qu'est-ce que vous en pensez, en fait? Bien, je pense que ça peut être intéressant de revenir un peu sur le passé. Par exemple, en 1975, quand je suis entré au CLSC, le mandat des CLSC, à ce moment-là, c'était d'être la porte d'entrée du réseau des affaires sociales. Alors, les gens, en théorie, venaient au CLSC puis étaient orientés vers les services. L'idée étant qu'on pouvait, à moyen et à long terme, diminuer l'engorgement des urgences, etc. Parallèlement à ça, le mandat, c'était le maintien à domicile des gens, le soutien à domicile, les services à domicile, et puis les services de proximité, les services donnés dans les établissements, comme par exemple les cours de périnatalité. Toute la périnatalité était là, les infirmières scolaires étaient là, etc. Donc l'idée originale, c'était de rapprocher les services de la population puis s'assurer que la population était confortée dans ses demandes parce qu'elle pouvait rencontrer des gens qui ne soient pas nécessairement un médecin et un grand spécialiste, mais des gens capables de les conseiller, d'aider aux orientations. Je vous donne un exemple. Nous, on avait le territoire, c'était Notre-Dame-du-Lot, Val-des-Bois, La Salette, Buckingham, Masson, Angers, Tursault. Ça, c'est le territoire du CLSC original. Dans ce territoire-là, on avait 10 auxiliaires familiales qui aidaient des personnes âgées qui vivaient à domicile. C'était très large comme définition. Ça pouvait aller faire des courses avec, ça pouvait être faire du ménage, ça pouvait être aider aux gens à faire leur propre ménage, ça pouvait être un tas de services vraiment de base. Alors, on embauchait des gens du coin, des gens qui connaissaient les familles, des gens qui rendaient ces services-là. Un de mes amis, à ce moment-là, a fait une mission en Suède. Puis il est venu en me disant, écoute, Jacques, sur ton territoire, là, de 60 000 par 20 000 à peu près, là, tu aurais eu droit, non pas aux 10 auxiliaires que tu as maintenant, mais à 60 auxiliaires familiales. Ça aurait pu être, ces gens-là, des auxiliaires familiales, des menuisiers, des électriciens, des plombiers, des gens comme ça, qui rendent des services de base pour soutenir le maintien de domicile. Tout ça pour dire qu'en même temps que ça se passait, on construisait le centre d'accueil à Buckingham. Puis là, il y avait des catégories, A1, A2, A3, A4. A4, c'était les cas lourds. Le centre d'accueil était construit pour pouvoir prendre A3 et un peu d'A4. C'est pour ça que le centre d'accueil est construit avec des fenêtres plus basses, des choses comme ça, là, pour que les... Mais maintenant, le centre d'accueil, il est plein d'A3, A4. A1, A2, ils sont où, on ne sait pas. Ils sont chez eux. Ils espèrent de s'en aller en CHSLD. Donc, on est un peu dans une situation difficile pour trouver des places. Donc, il faut repenser comment on fait le maintien à domicile. Et j'arrête là-dessus, rien qu'en vous disant qu'il y a 12 %, en 2011, il y a 12 % de la population de l'Outaouais qui est de 65 ans et plus. 12 % de 65 ans et plus. En 2031, il y en aura 24,6 %. On va faire quoi avec si on regarde le système qu'on a actuellement? Absolument. C'est ça la question. Voilà. Alors, vous lancez la question. C'est intéressant de réfléchir sur ça. Alors, Pierre, vous avez fait aussi des recherches au niveau de de la situation actuelle, en fait. Oui, pour situer le cadre de notre discussion aujourd'hui, il faut se poser la question, c'est jusqu'à quand pourrais-je demeurer chez moi, à quelles conditions? Et aussi, le gouvernement, en 2012, a vraiment campé son orientation en disant qu'il faut maintenir les gens à domicile. Les raisons qui motivent cette orientation, c'est simple, M. Jobin vient d'en parler, c'est un vieillissement de la population et aussi l'augmentation d'espérance de vie. Il y a de plus en plus d'octogénaires et de plus en plus de centenaires. Les coûts de soins de santé, en hospitalisation de longue durée ou en hébergement de CHSLD. Et tout ça
le gouvernement pressent qu'à un moment donné, il sera impossible de fournir des soins là, en institution pour cette proportion-là de la population. Maintenant, pour situer un petit peu notre discussion, quand le gouvernement parle de domicile, il parle en même temps, traditionnellement, c'était la maison familiale. Ça touche aussi les condos, les appartements et aussi les résidences là, pour personnes retraitées, qui sont souvent des résidences privées. Ces gens-là ont aussi droit de certains soins de maintien à domicile. Puis quand on parle de soins de maintien à domicile, bien, on parle des soins là, de tous les jours. Un peu de, si on a besoin de faire du ménage ou des choses comme ça, ou du transport. Et quand on parle de mots soins, il y a des choses qui touchent directement à la santé. Donc là, ça doit être une infirmière auxiliaire qui doit intervenir. Maintenant, quand on parle de besoins des gens, souvent, les gens, on confond désir et besoin réel. Et il y a un psychologue américain, Maslow, qui a fait, lui, une pyramide des besoins des gens. Et c'est important peut-être de le situer parce que je ne pense pas qu'on puisse aller à moins que les 3 premiers niveaux de ce que Maslow identifie. Donc, un premier niveau qui est physiologique, avoir de quoi manger, boire, pouvoir dormir et respirer dans des conditions normales. De sécurité, vivre dans un milieu stable et prévisible pour éviter les crises. Et un 3e niveau d'amour et d'appartenance, c'est-à-dire d'être avec les autres, d'être reconnu et d'éviter la solitude. Donc, quand on dit qu'il faut assurer ces 3 premiers niveaux de soins-là, c'est déjà tout un programme. Sommes-nous capables? Oui. Oui. Je pense que, bien, si la question se pose, je ne sais pas si on peut y répondre, mais la question se pose sérieusement. Parfait. Alors, écoutez, on a justement des témoignages, nos panels qui peuvent exprimer, en fait, leur expérience par rapport à tout ça. Alors, je vous laisse, Pierre. Oui. Donc, la première personne qui va nous parler, c'est M. Jobin, excusez-moi, qui, lui, demeure chez lui. Donc, M. Jobin, pouvez-vous nous dresser un portrait de votre situation, s'il vous plaît? Nous, on demeure un peu à l'extérieur de Buckingham, dans une maison qui a été construite par les grands-parents de mon épouse, et puis qui est vraiment patrimoniale. Là, c'est vraiment la maison familiale, 2 étages, etc. Les enfants sont partis, évidemment, et puis ils reviennent en fin de semaine une fois de temps en temps, souvent en espérant qu'on leur fasse un bon repas. Mais ça, on ne le dit pas trop fort, parce que ça devient de moins en moins facile de faire le bon repas. Mais ce qui se passe, c'est que plus on avance, plus on est fragile. On s'en aperçoit. On pourrait faire un faux pas, tomber d'une marche, et puis ce serait fini, la possibilité de vivre là, parce que on est trop loin, puis il n'y a pas de service, il n'y a rien qui pourrait nous aider à rester là. Il y a des questions de transport qui se poseraient, qui ne se posent pas actuellement parce qu'on a encore nos permis de conduire. On peut encore aller au dépanneur en prenant l'auto, etc. Alors, on est dans une sorte de période où la conversation chez nous, le soir, on se dit, oui, mais qu'est-ce qu'on va faire? L'hiver prochain s'en vient, est-ce qu'on peut encore rester à la maison, oui ou non? On n'a pas d'appui pour réfléchir à ça. On ne connaît pas les services, les options, on ne le sait pas. Alors, les conversations finissent très rapidement, puis je suis certain que ça va vous arriver à tout le monde. C'est qu'à un moment donné, on arrête d'en parler parce qu'on se dit, de toute façon, on est au mois de juin, puis l'hiver va arriver seulement au mois de novembre. Fait qu'on ne sait pas trop comment tout ça va se terminer. Mais les questions se posent, puis les questions se posent de façon de plus en plus aiguë. Quand c'est rendu là, que tu reçois ta famille à Noël, puis que tu fais 3 terriblement belles journées, puis que les enfants partent, tu es épuisé pendant 10 jours, il y a un problème. Il y a quelque chose il y a un problème qu'il faut essayer de régler. Puis honnêtement, on ne sait pas comment. Pourquoi c'est important? C'est important parce que si on arrivait à demeurer chez nous, on garde la famille, on garde le noyau familial, on garde un réseau avec nos voisins, etc. Si on arrivait à demeurer chez nous,
ce serait parce qu'on a un réseau qui allège nos inquiétudes physiques. Si quelque chose nous arrive, on saurait où appeler. Si on avait bien que ça serait beaucoup. Notre nervosité psychologique. On est plus âgé, le soir, il y a des bruits bizarres. Moi, j'ai jamais eu de problème avec ça. Mais là, on commence à se dire, oh, qu'est-ce qui se passe? Donc, le fait de durer chez nous est bon pour la société. On sauve de l'argent dans les centres d'accueil, on sauve de l'argent dans les CHSLD, on continue à renforcer la famille. Alors, il faut trouver, d'après moi, un projet de société qui va faire que des gens dans cette situation-là sont capables de rester chez eux. On a possiblement des solutions. Cherchons des solutions, on est ici pour ça. Merci, M. Jobin. Maintenant, comme deuxième panéliste, Mme Joannis, pouvez-vous nous parler de votre situation, s'il vous plaît? Ma situation, c'est assez simple, mais le sujet est épineux. Est-ce que c'est l'idéal de rester chez soi? Certainement que c'est l'idéal. Je ne dirais pas le contraire, mais ce n'est pas forcément réaliste. Les taxes sont très élevés. Le gouvernement prône le maintien à domicile, mais où sont les moyens? Madame Marguerite Blais parle aussi de maintien à domicile, mais le projet sera en vigueur qu'en 2015 ou 2017. En attendant, j'ai un exemple là, ici là, qui montre que si, durant toute ta vie, tu as ramassé des sous avec ta pension pour rester chez toi lorsque vient la vieillesse, bien là, on vient de s'apercevoir que le gouvernement permet aux multinationales de piger dans ton fonds de pension jusqu'à 50 % Si tu te fais couper 600 pièces par mois dans ton budget, bien, je pense que ça devient te donner un bon coup de bâton là, sur la tête. Là, tu es tout désorienté. Est-ce que tu peux rester quand même chez toi? Qu'est-ce que je vais faire, là? Qui va m'apporter de l'aide? Alors, c'est bien sûr que à la maison, il faut payer pour tout ce qu'on a à faire, là, le gazon, etc. Et les gens qui travaillent pour toi, bien, c'est de 25 à 30 pièces de l'heure. Ceux qui ont des cartes de compétences, bien, ils ne veulent pas venir travailler chez vous parce que c'est pas assez payant, parce qu'ils rapportent ça à l'impôt. Alors, c'est tout un jeu de comptabilité. Alors, tu prends quelqu'un qui travaille au noir, mais les autres les guettent un peu. Oui. Alors, c'est assez compliqué d'avoir de l'aide pour tous tes petits travaux chez toi. Alors, je suis sûre que moi, je suis toute seule à la maison, et puis je regarde ma résidence, il n'y a pas des petites craques en quelque part, puis je vais le réparer tout de suite, parce que si j'attends, ça va être trop dispendieux. Puis quand c'est le temps de vendre ma maison, bien, il va y avoir un moins. Alors, c'est très coûteux le maintien à domicile. C'est la réalité. C'est un cercle vicieux. On veut aider quelqu'un, mais du bénévolat, il n'y en a plus, là. Parce que les gens disent ah ben, qui paye, les vieux sont capables. Qui paye? Bon, OK, ils payent. Alors, combien de temps je vais rester chez moi? Je ne sais pas. C'est la question que vous vous posez. Tout va dépendre de ma santé d'un, de deux, de la condition de ma maison et de l'aide que j'en récolterai. Alors, je me suis dit, peut-être qu'il faudrait aller marcher dans la rue avec les casseroles pour avertir le gouvernement que ce n'est pas seulement les jeunes qui ont besoin, mais les gens âgés ont besoin aussi. On attend les gros budgets et puis on est impatient. Alors, il faut vraiment être de son temps. Amen? Merci beaucoup, Mme Joannis. Je vois qu'il y a beaucoup de sources d'inquiétude avec les témoignages. On a une dernière. Oui, Mme Lavigne, pouvez-vous nous parler de l'expérience que vous avez vécue? Oui. Bon, dans le cas de mon père, les choses sont enchaînées d'elles-mêmes. On l'a trouvé par terre dans des situations fâcheuses 2-3 reprises. On l'a conduit à l'hôpital et là, il a été hospitalisé quelques mois pour finalement s'en aller dans un CHSLD pendant 5 ans puis décéder là.
Fait que lui, ça s'est fait de soi. Dans le cas de ma mère a toujours voulu rester à la maison. Bon, elle nous disait, puis quand je serai vieille, quand je serai malade. Elle a 85 ans, puis ma feuille n'est pas assez longue pour écrire toutes ses maladies, mais maman n'est pas encore vieille, elle n'est pas encore malade. Alors, l'année dernière, en mai-juin 2011, on a eu un conseil de famille au cours duquel on a décidé qu'on apporterait le soutien à maman puis à son conjoint. Ma mère est remariée depuis 40 ans. Alors, bon, ma soeur et moi, on a vécu là pendant plusieurs mois. On pensait au départ, vu son état de santé, on a dit, elle ne fera pas l'été 2011. Mais aujourd'hui, en 2012, maman est encore là, c'est le fun. Mais la situation est imprévisible, c'est ça que je veux dire aussi, tu sais. Alors, on est allé, ma soeur et moi, de l'été 2011 à novembre à peu près 2011, pour finalement se dire, bien là, c'est nous qui étions en train de nous épuiser, parce qu'on devait coucher là, vu que ma mère demeure à Boucherville, moi je suis à Buckingham, ma soeur est à Montréal, alors on allait s'installer là pour des jours. À chaque mois, là, on faisait notre chiffre, là, comme on dit. Alors, à un moment donné, on est retourné chacune chez nous puis là, l'état de santé de ma mère est souvent en dents de scie. Alors, elle est retournée à l'hôpital, bon, tout ça. Puis, au mois de mai 2012, elle est hospitalisée. Puis, au bout de quelques jours, elle devait sortir. Mais là, son conjoint, qui a 84 ans, qui est un peu en meilleure santé qu'elle, mais qui est âgé aussi, puis il a ses limites, puis puis ça fait des années qu'il supporte ma mère, tu sais, qui vit ses maladies, qui est présent, tout ça. Alors, lui a dit, moi, je ne peux pas la ramener à la maison là, parce que durant son séjour à l'hôpital, elle a cessé de marcher. Elle doit avoir des culottes d'aisance. En tout cas, sa situation s'est beaucoup détériorée. Puis Paul se trouvait incapable de reprendre la charge seul. Alors, il a été vite fait, ça a été décidé, bon, il faut trouver un endroit. Et puis, à l'intérieur de 3 semaines, elle a eu une place dans une maison de soins palliatifs. C'est pas son choix, on le sait, tout le monde, on le sait. Nous, on est 6 enfants. Ça fait des déchirements. Ça fait pas de la chicane dans la famille, mais ça fait des déchirements parce que il y en a qui auraient été prêtes à se battre à la vie, à la mort pour qu'elle puisse demeurer chez elle. Mais c'est pas là qu'on constate qu'on peut pas passer un lève-personne à travers une porte de chambre pour amener dans une salle de bain minuscule, donner un bain. En tout cas, ce qu'on a vécu, c'est que quand tu accompagnes quelqu'un à domicile, tu fais le lavage, tu fais l'épicerie, tu fais les repas quotidiens, tu t'occupes de la personne malade, mais c'est plus simple quand la personne malade est assise dans la cuisine, tu peux jaser avec elle. Mais au moment où, là, ma mère est alitée continuellement, on va être là, mais on n'est pas là pour elle. Fait que, tu sais, au fil du temps, ils ont eu de l'aide. Ils ont eu de l'aide du CLSC local. 18 heures d'aide par semaine, mais réparties sur 4 jours. Le reste du temps, le pauvre Paul se retrouve seul avec la lourdeur de la tâche. En tout cas, c'est très pénible parce que on aurait voulu lui donner la chance de réaliser son vœu, le plus cher, mais à un moment donné, il faut être réaliste. Il faut se rendre à l'évidence, c'est impossible. Pas avec les moyens qu'on a. Puis, on peut avoir des personnes à domicile à 20 de l'heure, on peut avoir des repas congelés, on peut avoir plein de ressources, mais c'est toujours le chèque au bout. Là. Donc, le choix a été le départ. Puis, oui, le choix s'est imposé de lui-même. C'est ça. Merci beaucoup, Mme Lavigne. Merci. Alors, écoutez, Mme Desormeaux, qui est coordonnatrice des soins à domicile au CLSC, quand vous entendez des situations comme ça, je sais que vous avez des services que vous offrez aux personnes âgées, mais en même temps, est-ce qu'on est capable, comme société, comme CLSC, de prendre en charge, ou en tout cas de répondre, pas prendre en charge, mais tout au moins répondre aux besoins qu'on entend là, ici? Je voudrais dire au début que je suis très sensible à vos préoccupations. Ça reflète des inquiétudes qui sont vécues par plusieurs personnes, autant point de vue financier, au point de vue demeurer à domicile le plus longtemps possible, préserver le patrimoine familial, et au niveau des soins palliatifs, des soins de confort. Malheureusement, le CLSC, Madame va en parler plus tard. Pour avoir accès au CLSC, il faut soit être malade, il faut avoir des pertes.
que ce soit des pertes temporaires, point de vue physique, si on parle, j'ai une opération, j'ai besoin, je ne suis pas capable de me déplacer, j'ai besoin qu'une infirmière vienne faire un pansement ou j'ai besoin que ma salle de bain soit réorganisée pour pouvoir prendre mon bain et tout ça. Le CLSC entre en jeu, il déploie les services nécessaires à court terme pour cette personne-là. Il y a également des soins à long terme, qu'on parle des gens qui sont en perte d'autonomie, qui ont des incapacités, que ce soit à se laver, que ce soit à se vêtir, des fois à se déplacer dans la maison. Le CLSC est un soutien à la famille. Il ne prend pas en charge les familles parce qu'on n'a pas les budgets ni les ressources pour faire ça. Donc, des soins 24 heures sur 24, c'est impossible présentement dans le contexte actuel. Les enjeux financiers de Mme Joannette sont très actuels. Vous connaissez des chiffres que moi-même, je ne connais pas. Mais ça reflète bien. Il y a beaucoup de promesses qui sont faites, mais que nous, en tant qu'institution, on ne reçoit pas. On nous demande de faire plus avec moins. Donc, on doit nous centrer les soins sur vraiment, vous parliez de la pyramide de Maslow, sur les besoins de base. Donc, est-ce que c'est plus dangereux de ne pas couper son gazon pendant une semaine ou de ne pas avoir un bain par semaine? On doit vraiment là, peser le pour et le contre, on doit prioriser. Ce qui fait qu'avec le vieillissement de la population, les maladies qui sont de plus en plus complexes, les traitements qui sont de plus en plus complexes, ça vient alourdir le système énormément. Donc, on doit se concentrer à ça. Dans le fond, on éteint les feux plus qu'on fait de la prévention. On en fait de la prévention, mais on est vraiment axé sur les gens qui ont qui sont malades ou qui ont des pertes là, physiques là, pour s'occuper d'eux-mêmes. Alors, en tout cas, moi, ce que j'entends, c'est qu'il faut d'autant plus important de renforcer le réseau social ou familial parce qu'on s'aperçoit que le CLSC ne peut pas répondre à des besoins autres que les besoins vraiment de base. Et on sait que, bon, avec la pyramide de Maslow, c'est important de monter dans la pyramide et non pas de descendre. Alors, je ne sais pas si vous avez des interventions par rapport à ce que Mme Desormeaux vient de discuter. Donc, voilà. Je ne sais pas, Pierre, as-tu quelque chose à rajouter par rapport à ce qu'on vient de discuter? Non, mais je pense que c'est très intéressant de remarquer qu'à un moment donné, en fin de compte, malgré les déclarations gouvernementales, qu'on a tout simplement un minimum de besoins qu'on peut assurer. Puis ça, je pense que c'est important de ne pas l'oublier. Sylvie, on a aussi dans notre auditoire peut-être des gens qui ont des commentaires. Ben oui, voilà. Alors, je vous amène là, justement. Alors, écoutez, bon, voilà. Alors, madame. Bonjour, mon nom est Suzanne Nou. Nous, mon mari et moi, nous sommes arrivés ici à Buckingham, ça fait 1 an aujourd'hui. Nous demeurions dans une maison qui demandait beaucoup de travail parce que ce n'était pas une maison neuve. Le terrain était grand. Alors, on a commencé à penser, nous aussi, parce qu'on est dans les 70, alors on a commencé à penser que peut-être qu'il serait temps qu'on fasse quelque chose. Alors, on a vendu la maison, puis on a déménagé ici à Buckingham dans une plus petite maison. Une maison neuve, alors, autrement dit, pas de réparation. Ah ouais. Le terrain est plus petit, moins de gazon. Alors, c'est la solution que nous, on a trouvée. Puis on se dit que, évidemment, pour le moment, on est en santé, en parfaite santé tous les deux. C'est un bon point, mais on sait qu'un jour, peut-être qu'on va diminuer nos travaux, puis tout ça. On se tient occupé, on essaie de se tenir en porte, mais c'est pas toujours facile. Alors, on se dit, bon, quelle est la prochaine étape? La prochaine étape, nous, on voit ça comme un appartement dans un endroit pour les personnes âgées, avec des services.
à Saint-André, où est-ce qu'on était avant, on avait vraiment on avait des bons services quand même. On avait le CLSC, puis tout ça, on avait le centre d'accueil, puis... Mais les magasins, puis le transport était pas facile à avoir. Alors, c'est pour ça qu'on a décidé de s'emmener plus près des services. Ouais. Au moins, l'hôpital n'est pas loin, mais tout est proche. Pour nous, c'était la solution idéale. Alors, c'est ça que je voulais partager avec vous. Bien, merci beaucoup. Vous avez trouvé vos propres solutions, en fin de compte, c'est ça. Merci beaucoup. Bon, est-ce qu'on a quelqu'un d'autre pour un commentaire? Oui, s'il vous plaît. Bonjour, je suis Louise Quevillon, une retraitée infirmière. Moi, je vais vous parler un peu de l'histoire de ma mère. Ma mère est décédée à 91 ans et demi. Nous, on a vécu en campagne sur une ferme. Mon père a vendu pour s'en venir à Buckingham. Il résidait tout près de chez moi et de mon frère. Mon père est décédé 5 ans après. Alors, elle s'est retrouvée seule à 67 ans, dans sa belle petite maison neuve qu'elle aimait. Ça faisait 5 ans qu'elle était là. Elle a resté seule, ça allait très bien, on s'occupait d'elle, elle était proche. Quand elle est devenue 80, là, elle chauffait plus. Alors, elle a laissé son auto. Pour elle, c'était une perte d'indépendance parce qu'il fallait qu'elle m'appelle moi pour aller faire les commissions. Mais une chance, mes fils vieillissaient, alors elle avait plus de chances d'avoir d'aide. Rendue à 85 ans, c'était pas une femme malade, c'est une femme en santé, mais qui avait des petites maladies. Mais là, elle ne pouvait plus rester dans sa maison. Où je vais aller? Elle a laissé sa maison parce qu'elle n'était plus capable de sortir dehors pour prendre soin de ses fleurs. Fait qu'elle s'est dans une résidence à Gatineau, à Cité-Jardin. Ça allait très bien, jusqu'à ce qu'autour de 90, qu'elle tombe un peu malade. Fait que là, ben, quand elle était malade, c'était moi, sa seule fille, qui s'occupait d'elle. Et puis, elle n'aimait pas rester à l'hôpital. Quand elle était à l'hôpital quelques jours, Louise, ramène-moi chez moi, je suis capable. Des capables, t'as pas l'air forte. Des fois, le médecin ne voulait pas qu'elle sorte d'hôpital. Je veux m'en aller chez moi. Alors, vous voyez l'inquiétude que j'avais de la laisser seule là-bas. OK, il y a une cloche dans la chambre de bain, une cloche dans la chambre, mais si elle est dans le salon et elle tombe à terre, elle n'est pas proche de sa cloche. Elle va tomber une fois, elle s'est glissée jusque dans sa chambre, venir à bout de sonner. Et de plus en plus, ça s'est détérioré, mais elle, c'est « je veux être chez nous ». Parce qu'elle, c'était dans ses affaires. Quand elle est partie de sa maison, là-bas, un petit appartement, sa chambre à coucher, son salon, assez bien organisé, mais c'était chez moi. Parfait. Même si elle était plus ou moins capable. À un moment donné, quand elle est sortie de l'hôpital, ils ont dit « ça ne va pas vous prendre de l'aide CLSC pour votre bain. » J'en veux pas. Ma fille, elle va venir, puis je suis capable. Alors, les aidants naturels, c'est de ça que je veux te parler. Les aidants naturels, c'est bien, bien important. Je pense que le CLSC est très important aussi, mais la première chose que les personnes âgées vont demander, c'est leur famille. Si leur famille est loin, comme Madame dit, bien là, OK, il y a une personne qui va remplacer. Mais le fait, c'est ce qu'il y a le plus proche, puis ils sont moins gênés, puis... Mais l'aidant naturel, ça demande beaucoup de temps. Oui, voilà. Aller aider à maman à faire son bain 3 fois par jour, puis elle t'inquiète parce que tu la laisses seule. Sois certaine qu'elle a quelque chose à manger parce qu'elle n'est pas capable de les manger à la cafétéria. Alors, c'est beaucoup demandé aux personnes, aux proches aidants. Puis moi, je trouve que pour aller en chercher plus des personnes aidantes, il faudrait que le gouvernement aille plus là. Voilà, vous avez la solution peut-être à nous proposer. Merci beaucoup pour votre témoignage. Alors, c'est le temps d'une pause. On revient et maintenant, on a entendu vraiment des témoignages et dans la deuxième partie, donc après la pause, on vous revient avec des rêves, en fait, des solutions probablement. Voilà. Alors, au retour, restez avec nous.